Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Les Experts. Cette semaine, nous allons parler notamment de lutte contre les discriminations, de la situation des demandeurs d'asile, mais aussi de logement, et cela en compagnie de deux invités politiques. On les retrouve dans quelques instants, mais directement, on commence avec nos experts journalistes. Philippe Lawson de Elle Post, bonjour. Bonjour Stéphanie. Et Aurore Pénois de Vivre Ici, bonjour également. Bonjour. Alors, on débute avec cette commémoration, celle des 7 ans des attentats qui se déroulaient mercredi dernier. C'était du côté du rond-point Schuman. C'est un reportage d'Arnaud Bruckner et Marjorie Fellinger. Les notes de la fanfare militaire jouaient sous une fine pluie, comme les larmes de tout un pays 7 ans après les attentats de Bruxelles. C'est vrai que c'est emprunt plus que les autres années, parce que le procès apporte une dimension tout à fait différente pour toutes les victimes, mais on a besoin de ça. Même si l'audience était suspendue aujourd'hui, reste que le procès est dans l'esprit de tous, victimes, secours, mais aussi autorités politiques présentes en nombre, dont la présidente du Parlement européen et le Premier ministre, bien conscients de la symbolique de cette commémoration en plein procès. Que ce procès est en cours est un élément important, mais on continuera à venir ici, on continuera à se rappeler ce qui s'est passé. Gens qui ont perdu leur vie ici à Bruxelles, mais aussi des Belges dans d'autres endroits, d'autres gens aussi. Et on continuera à aider au maximum les victimes de cet attentat. Un à un, des noms sont cités. Meet Attengreen, Bruce Baldwin. Aux 32 noms des victimes du 22 mars se rajoute aussi celui d'une jeune fille. Shanti de Korte. Victime de l'aéroport et euthanasiée en mai dernier en raison de sa souffrance psychique. Il y a le mal physique, mais je pense qu'au-delà du mal physique, il y a surtout le mal psychique et psychologique. Ce sont les mots invisibles et ceux-là font parfois beaucoup plus mal. La cérémonie s'est achevée par un dépôt de gerbes et de fleurs, des roses blanches, blanches comme l'innocence des victimes, fauchées par la barbarie, un matin de mars 2016. Voilà, des commémorations qui se passent avec en toile de fond ce procès qu'on a attendu très longtemps. On en est à la phase pour l'instant où on entend les victimes, notamment du métro de Malbec. Ce sont des témoignages qu'on a un peu dans les oreilles. Comment est-ce que cette année après, on vit ce moment ? Je crois que le souvenir est toujours présent et que cette commémoration, quelque part, c'est bien de rendre hommage aux victimes et de tous les blessés. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a tiré les leçons de tous ces attentats qui ont fait 32 morts? Et aussi, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a changé les choses pour qu'on pense davantage aux victimes? Et puis aussi, un élément que je crois qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y a aussi le procès qui est en cours, ce qui en rajoute une symbolique plus particulière à ce moment de commémoration. Est-ce qu'on a tiré les leçons et évité que de telles choses ne puissent se reproduire à un moment donné? Aurore Pénois ? Je pense qu'on est toujours en train de tirer les leçons. Quand j'entends le Premier ministre dire qu'ils continueront à venir, qu'ils vont continuer à aider les victimes, on a encore eu des témoignages récemment que le fonctionnement avec les assurances et autres a encore quelques couacs. Alors j'espère que si malheureusement on n'aura pas tiré les leçons de la catastrophe et qu'une autre viendrait malheureusement à avoir à nouveau lieu, j'espère qu'effectivement on aura appris au moins de ce procès pour mieux traiter les victimes. 7 ans, finalement, c'était presque hier, à entendre tous ces témoignages. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensiez, mais ça donne vraiment cette impression de revivre, en fait, ces faits, la douleur qui est venue avec, et surtout, se dire que pour certaines victimes, la vie est d'autant plus compliquée et le sera à jamais. Eh bien, ces commémorations, il y a eu les grandes commémorations officielles et puis aussi une série de commémorations dans les communes. On va en parler avec nos invités politiques qui nous rejoignent sur le plateau. Voilà, Lydia Moutier-Bellé, qui est échevine à la ville de Bruxelles, socialiste, et Vincent De Wolf, qui est bourgmestre d'Etterbeek, qui est aussi député et maire au Parlement bruxellois. Merci de nous rejoindre tous les deux.
Monsieur De Wolf, dans votre commune, il y a eu une commémoration aussi qui s'est déroulée. On en a vu à Evere, on en a vu dans d'autres endroits. Alors écoutez, on le fait traditionnellement le 1er novembre. Donc on a placé, parce qu'on a eu malheureusement une dizaine de victimes éterbécoises, notamment dans la station Baalbeek, des personnes qui étaient dans le wagon qui a malheureusement explosé. Et donc, chaque fois le 1er novembre, on se recueille devant une stèle qu'on a spécialement placée au Parc Cap. Mais ici, le jour même de l'attentat, on a été effectivement se recueillir en pensant à ces personnes. Il y a ce drame qui s'est produit, effectivement. Oui. Oui. Dans votre commune à vous, on sait bien que les choses étaient assez intenses. C'est un moment important dans l'année, ce moment de commémoration? Tout d'abord, je voudrais adresser toute ma compassion aux victimes, à leurs familles, à leurs proches. Et comme vous le savez, le drame s'est passé à la station Baalbeek, qui est sur le territoire de la ville. Et comme chaque année, le bourgmestre Philippe Close nous a représentés aux cérémonies officielles qui sont déroulées en présence des hommes et des femmes politiques, des responsables de la STIB, des victimes, des agents de police. Et il s'est rendu également aux cérémonies organisées à la Petite Rue de la Loi en présence du Premier ministre. Et vous savez que c'est le procès qui a commencé et que ce sont, entre autres, 60 hommes de la zone de police de Bruxelles XL qui assurent la sécurité durant ce procès. Donc vraiment, nous sommes dans le soutien aux victimes et nous sommes également dans l'action, dans l'encadrement sécuritaire pendant ce procès. Comment ça se vit? Parce que ce procès a eu des ratés au démarrage. On a vu que ça a pris du temps. Maintenant, on nous annonce qu'on sera parti quand même jusqu'au mois de septembre avec les conclusions. Comment est-ce que ça se vit au niveau de la zone? Mais je pense que la zone de police, c'est une zone qui est habituée aux grands défis. Faut savoir que, par exemple, tout ce qui est congrès européen, etc., c'est la zone de police qui assure tout cela. Donc, ils sont rodés et habitués. Donc, je pense que le chef de corps est une personne très professionnelle qui forme bien ses hommes, qui entoure aussi bien ses hommes. C'est une zone de police très humaine. Et je pense que au niveau des agents, ils sont expérimentés et rodés et on a une extrême confiance en eux dans la manière dont ils vont gérer ce procès et tout l'encadrement des victimes et des personnes qui viendront à ce procès. Qu'est-ce que vous en attendez, Vincent De Wolf, de ce procès? Je voulais simplement rajouter d'abord, en me remettant dans l'événement, le jour où ça s'est passé, parce que c'est vrai, la station Baalbeek est sur Bruxelles-Ville pour quelques mètres, mais tous les Éterbécois qui prennent la ligne passent par là, puisqu'ils viennent d'Etterbeek. Et on a eu notamment une dame qui travaille dans les écoles qui est décédée. On a eu la fille d'un journaliste célèbre qui a fait d'ailleurs un texte magnifique. Et à cette occasion-là, je l'avais appelé parce qu'une cérémonie a eu lieu dans une église sur Etterbeek. Et j'estimais que c'était ma place, mais comme anonyme. Et donc, il m'a dit, oui, c'est votre place. Et donc, je voulais être présent à ce moment-là. Et c'est vrai que l'intensité de l'émotion, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Parce que c'est tellement injuste. Cette fille s'était simplement assise devant un gars qui avait la bombe sur lui. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce procès? Moi, je ne commande jamais, si vous voulez, de par ma profession, un procès en cours avant qu'il soit fini. Mais je pense que ce que les victimes attendent, on a aussi fait à l'époque pour une jeune femme qui était fortement handicapée des activités sportives au centre sportif chez nous pour amener des sous, pour aider aux victimes. Mais je parle du procès. Il faut que ça aide à fermer, si possible, la blessure. Parce que réparer totalement, on ne saura jamais. Mais il faut qu'il y ait une réponse sociétale et une réponse de justice qui permettent petit à petit de trouver un peu plus de paix. C'est ça, je crois, qu'on a. Parce qu'on l'a vu chez les victimes, il y en a qui pardonnent et il y en a qui disent on ne pardonnera jamais ce qui a été fait. Philippe Lawson. Moi, vous avez dit tout à l'heure qu'en tant qu'avocat, vous ne commentez pas un procès en cours, mais en tant que responsable politique, quelles sont les leçons, même si on est à 7 ans après, quelles sont les leçons qui ont été tirées de ces attentats au niveau politique? Mais moi, j'ai vécu ça de près parce que je conduisais ma fille sur la rue de la Loi. Après avoir été tôt sur le pont,
vu que les bombes ont d'abord explosé à Zaventem. On avait fait déjà une réunion de crise avec les différents services et j'allais à une réunion au centre de Bruxelles pour ce motif et j'ai vu de la fumée qui sortait de la station Malbec. Et j'ai vu des gens qui sortaient ensanglantés et qui tombaient sur le trottoir. Donc ce sont des images qu'on n'oublie jamais de sa vie. Ma fille d'ailleurs en a été très choquée. Alors quelles leçons on en a tirées? On a fait des commissions là-dessus, on a travaillé là-dessus. Je crois qu'il y a à nouveau du travail à faire pour une meilleure coordination des services. Je suis craintif quand je vois la situation des pompiers de Bruxelles aujourd'hui qui sont à nouveau en manque de formation, en manque de personnel. Je pense que l'effort du fédéral n'est pas suffisant en termes de sécurité, en termes de renseignement, en termes de moyens, notamment dans les grandes villes qui sont des cibles. Donc je crois que c'est un effort qu'il faut reprendre tout le temps parce que on est de bonne volonté. Au moment où ça se passe, tout le monde se mobilise, ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Après, le temps passe et j'ai peur que ça tombe dans l'oubli. Et donc ce procès doit aussi servir à réveiller les consciences par rapport à ça. Alors, cette commémoration, c'était le 22 mars, 21 mars, la veille. C'est un autre jour important, symboliquement. C'est la journée internationale pour l'élimination des discriminations raciales. On sait qu'à partir de l'année prochaine, en région bruxelloise, il y aura une commémoration qui sera faite chaque année, qui a été annoncée par la secrétaire d'État Nawal Benamou au niveau régional. C'est le jour que vous avez choisi pour présenter le plan d'action de la ville de Bruxelles. C'est un outil symbolique ou un outil pratique? C'est le jour qu'on a choisi, mais je veux juste dire qu'au niveau de la politique de la ville, on a toujours été assez avant-gardiste en matière de lutte contre les discriminations raciales. D'abord, il y a eu une politique volontariste au niveau du collège. D'il y a à peu près 20 ans, quand on regardait la composition de l'administration communale, elle ne reflétait pas du tout la diversité bruxelloise. Bruxelles, il faut savoir que c'est 184 nationalités environ. Et il y a eu une volonté politique de vraiment rendre l'administration conforme à cette diversité. Et au fur et à mesure, on a engagé des personnes issues de divers milieux culturels bruxellois. Et en tant qu'échine de l'égalité des chances, ce plan fait partie d'un arsenal de plans qui a été lancé par la ville. On a d'abord commencé par le plan égalité hommes-femmes il y a 10 ans. Ensuite, c'était Bruxelles inclusive, c'était l'inclusion des personnes qui vivent avec un handicap. Et puis, c'était le plan LGBTQI+. Et enfin, le plan d'action racisme. C'est le plan d'action pour lutter efficacement contre le racisme et l'antisémitisme. Si on prend l'exemple concret, quand je lisais votre document, vous signaliez que le personnel, par exemple, des musées à la ville de Bruxelles est souvent injurié, apostrophé en fonction de ses origines ou de ce qui transparaît. Concrètement, ce plan, qu'est-ce qu'il peut apporter comme réponse au vécu de ce personnel-là? Déjà, on a décidé d'adresser le problème. Je voudrais vous parler de la méthodologie pour vous expliquer comment ce plan a été rédigé. On a demandé, donc les membres du personnel ont décidé de se réunir. Ils se sont réunis et ils ont décidé en fait de faire l'état des lieux, des choses qu'ils vivent au quotidien dans le cadre de leur activité professionnelle. D'où ce constat, par exemple. D'où ce constat. Et ensuite, il fallait prévoir des actions concrètes pour trouver des solutions aux fléaux qu'ils vivaient au quotidien. Donc, il y a 44 actions concrètes. Par exemple, à cette action que vous venez de me dire au niveau des musées, on va faire une campagne de sensibilisation auprès des personnes qui viennent dans les musées. On va leur parler de tout ce qui est racisme, tout ce qui est antisémitisme, parce qu'il y a différents types de racisme et on ne veut pas hiérarchiser les luttes ou opposer les luttes, ou opposer les communautés. Parce que l'objectif, bien sûr, les personnes qui travaillent dans les musées et dans les salles de sport font partie de cette diversité bruxelloise. Et notre objectif final, c'est permettre à tous ces Bruxellois de vivre ensemble, de partager la culture des uns des autres pour arriver à une cohésion totale dans notre municipalité, qui est pleine de diversité. Alors, il y a pas mal de campagnes de sensibilisation, d'ateliers de sensibilisation. Vincent Doels, des campagnes comme ça, on emmène à d'autres niveaux, niveau régional, sans doute au niveau communal. À partir de quand ça fonctionne? Parce qu'on a l'impression qu'on parle de ça depuis des années et que la problématique des discriminations, elle est toujours là.
Oui, donc moi je n'agresse pas du tout ma jeune collègue qui s'exprime avec clarté par rapport à ça, mais entre l'incantation et l'action, moi je préfère toujours l'action. Je suis un homme qui a les pieds dans le terrain, et ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on fait réellement et comment on peut améliorer les choses. Par exemple, si on prend la liste du personnel dans ma commune, vous avez à peu près toutes les nationalités qui sont représentées. La diversité est vraiment majeure. On a un fonctionnaire diversité, on a un plan diversité, la formation du personnel. Le service des étrangers, chez nous, par exemple, a été cité comme étant le meilleur service des étrangers en termes d'accueil, en termes d'efficacité, en termes de rapidité. Donc on a vraiment eu une politique active par rapport à ça. Il faut dire qu'on a une population qui est majoritairement non belge. Moi j'ai mis sur pied un projet qui s'appelle In Etterbeek, tant pour les Européens que les non-Européens, pour les intégrer dans la commune. Et ils ont fait des choses concrètes. Ils ont par exemple demandé des conférences à Etterbeek avec eux pour comprendre la Belgique fédérale, comprendre ce que c'est qu'une entité fédérée, c'est quoi la police locale par rapport à la police fédérale, qu'est-ce que peut faire un bourgmestre, c'est quoi le CPS, etc., etc. On a fait tout ça. Ils ont demandé à rencontrer les services aussi. Et donc on a fait des workshops avec les fonctionnaires qui étaient là le week-end, à des petits desks et ils pouvaient échanger. On a fait un grand barbecue avec tout le monde. On a fait des tables de langue, on fait des formations pour le personnel. Et donc, oui, ça donne des bons résultats. J'ai créé, par exemple, à l'époque, logement et harmonie sociale dans les logements sociaux pour créer de la cohésion sociale, parce qu'il y a le choc culturel entre les anciens qui sont dans les logements sociaux, qui sont plus des personnes âgées, plus européennes, et puis les nouveaux qui viennent avec beaucoup d'enfants, avec une autre culture. Ça se travaille parfois en entrée différente, un peu comme dans le plan que je crois que oui, présenté. mais donc mais je veux dire, pour construire un chemin, il faut beaucoup de petits cailloux. C'est ça. Et quand on ajoute les petits cailloux sur le chemin, ça fait un chemin. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire. Logique des petits cailloux alors à la ville de Bruxelles aussi. Je suis complètement d'accord avec M. De Wolf, qui est un bourgmestre progressiste à tous les points de vue. Et notre... moi, je le trouve progressiste. Mais vous savez pourquoi je dis que c'est un homme progressiste? Je vais peut-être sortir de... Hier, il a adhéré au plan d'action régional sur le harcèlement de rue, le harcèlement en lieu festif. La ministre Nawal Benamou a fait une super campagne Join the Femmes. Et pour moi, c'est important qu'un bourgmestre homme adhère à ce genre de plan parce qu'il encourage aussi les commerces qui sont dans sa commune à le faire, les individus, parce que c'est une campagne qui est personnelle et collective. Donc, parce qu'il dit, ça montre en fait le côté progressif et on se rejoint. Je pense qu'on a voulu adresser le problème du racisme de manière ordinaire par ce plan d'action, parce que vous voyez, le racisme primaire que tout le monde connaît, excusez-moi, sale arabe, sale juif, sale noir, c'est déjà réprimé par le code pénal depuis 1981 par la loi Moreau. Et on sait qu'en Belgique, être raciste, comme ça, officiellement et ouvertement, c'est un délit. Mais vous savez, il y a ce racisme qui est insidieux. Racisme ordinaire. On n'en parle pas. Par exemple, j'ai une collègue, elle s'appelle Fatima Moussaoui. Je la vois, ou bien M. Lossam, je dis « Ah, M. Lossam, vous parlez très bien français, vous venez d'où ?» Peut-être M. Lawson est immigré de 3e génération, il vient d'où? Il vient de Liège. Donc... Il a encore un petit accent. Voilà. Il fallait en fait que par notre... Et l'un des objectifs de notre plan d'action, c'était tout justement d'adresser ce type de choses. Et vous avez des exemples concrets justement pour cet exemple-là, vous pratiquez comment? Déjà, on a commencé depuis hier à faire une campagne dans notre personnel sur les ça s'appelle des micro-agressions. Et les gens ne savent pas c'est quoi. Vous savez c'est quoi une micro-agression? Expliquez-nous. Je suis là, vous voyez mes cheveux. Quelqu'un vient, il ne me demande pas, il me touche mes cheveux. Mais depuis quand est-ce qu'on touche les cheveux d'une femme sans lui demander son avis? C'est parce que j'ai une chevelure particulière. Et c'est une micro-agression. On doit expliquer à notre personnel que ce n'est pas comme ça qu'on apprend la diversité de l'autre. Viens, présente-toi, tu dis je m'appelle tel, comment tu t'appelles?
« Ah, je trouve que tes cheveux sont super particuliers, ça te dérange, explique-moi comment on fait. » Et c'est ça, on a commencé ça dans notre personnel. Rétablir un dialogue. Voilà, on veut rétablir un dialogue. Ouais, et faire prendre conscience que parfois il y a des choses qu'on fait, on ne se rend pas compte, mais on blesse d'autres personnes en face. Ça a des répercussions dans la société. Alors ça, c'est plus sur, effectivement, ces micro-agressions dont vous parlez. Et puis une problématique dont on parle souvent quand même, que les jeunes dans les rues nous renvoient en disant la police, elle nous fait du délit de faciès. Comment est-ce qu'on répond à cette question-là? Là, je peux vous dire, oui, donc c'est pas la première fois qu'on le fait, mais on l'a fait encore sur une plus grande ampleur. J'ai 2 anecdotes. 2 petits cailloux à vous proposer. Le premier est peut-être un peu bateau, mais on l'a fait avec une quadruple mixité. Donc on a organisé des matchs de football sur notre terrain Guitey, c'est le seul terrain qu'il y a sur Etterbeek, mais qui est en bon état. On a mélangé, donc c'était l'idée de rencontrer les forces de sécurité et les jeunes. Les jeunes femmes, les jeunes hommes et aussi des personnes de toutes origines. On a fait appel au monsieur diversité d'origine maghrébine du CIAMU et ça a donné vraiment de très très bons résultats. Parce que quand les jeunes font des matchs toute une journée avec une mixité double à l'intérieur, donc ce n'était pas les pompiers contre les autres, hein, c'était à la fois les hommes et les femmes ensemble, les pompiers et les jeunes ensemble, etc. On a fait ça avec la police aussi. Ça donne de bons résultats parce que ça démystifie, ça devient plus difficile de taper sur un ambulancier qui met son matériel dans son ambulance quand on a... Oui, mais dans l'autre sens, parce que la critique, elle est souvent par rapport aux forces de l'ordre aussi, qui est de se dire, on se fait contrôler 15 fois sur la journée. Oui, attendez, oui, mais ok, mais ça, je peux vous en parler. J'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça. Donc, on a aussi fait... Désolé, rapidement. On a fait comment je vais dire, une chasse au trésor policière. Donc, on a mis quelques policiers à disposition. On a pris des jeunes, encore une fois de toutes origines, et adolescents, et ils devaient résoudre une énigme policière mais réelle, basée sur des faits réels, et ils devaient sillonner les 3 communes de la zone de police. Alors ça permet aussi aux jeunes de démystifier. J'ai fait des rencontres aussi entre les policiers et les jeunes. J'ai des quartiers qui sont difficiles. La rue Général-Henri, on met le feu, enfin il y a des problèmes importants. Je crois que c'est par le contact humain qu'on y arrive. Alors évidemment, c'est toujours lent, c'est toujours par petites touches, mais je pense que quand on continue, sur la durée, on y arrive. Et moi, quand je vois des jeunes en rue qui font un truc que j'aime pas, je leur dis. Et on se parle. Et finalement, ça marche. Alors, par rapport à cette critique sur les policiers de la ville de Bruxelles, donc quand je disais 15 fois, c'est une façon de parler, évidemment, mais quand des jeunes se font contrôler régulièrement, ils ne comprennent pas pourquoi eux et pas leurs voisins se feraient... Comment est-ce qu'on sensibilise les policiers à ça? Vous savez, je vous ai parlé de la méthodologie de notre plan d'action. Je vous ai dit que c'est chaque administration qui est venue avec ses propositions. La police, également, a participé à ces travaux aux côtés des associations. Et ils ont proposé certaines mesures, notamment d'organiser des formations pour les policiers pour le profilage professionnel, pour éviter que ce profilage soit stéréotypé. Parce qu'ils se sont rendus compte, en analysant les plaintes qu'ils avaient, que c'était un souci. Et donc, ils ont proposé cette mesure-là. Et je voudrais adresser d'ailleurs mes félicitations au chef de corps, M. Gewart, parce que c'est un progressiste. Je pense qu'il a un discours, absolument, il a un discours complètement fort contre le racisme. Et on le voit aussi dans la composition des policiers de notre zone de police. Aujourd'hui, quand vous voyez notre zone de police, il y a des policiers de tous bords, il y a beaucoup de femmes. Il n'y a pas de femmes. Le stéréotype du policier moustachu, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes à la zone de police. Il y a aussi des personnes qui sont issues de la diversité culturelle. Et aussi, un point important, je pense que tout ce qui est discrimination au sens large, sur de la problématique des personnes LGBTQI+, eh bien, moi, j'ai déjà fait des campagnes avec la police où on va dans les cafés avec le chef de corps et les policiers pour sensibiliser les personnes sur la manière de porter plainte, qu'ils doivent porter plainte quand ils sont discriminés parce qu'ils sont LGBTQI+. Eh bien, ils ont prévu également même ce genre de campagne aussi pour les personnes racisées qui sont victimes d'actes racistes ou antisémites. Donc c'est vraiment une police progressiste. Et les résultats, le bilan, on pourra voir le progrès quand ? Je pense que la police se chiffre toujours. Le nombre de plaintes qu'ils ont, ils les récoltent. Notre plan d'action, c'est un plan qui est évolutif et qui est évalué chaque année parce qu'il est construit. Donc, dans 2 ans,
quand on va évaluer ce plan d'action, eh bien, sur tout ce genre de type d'action, sur les plaintes, par exemple, on va demander des chiffres. Là, il y a des objectifs qui sont déjà chiffrés. Juste 10 secondes là-dessus par rapport aux policiers. Moi, je suis en fait président permanent du conseil de police et du collège de police disciplinaire. Et moi, je n'hésite pas, je crois d'ailleurs que pour lutter contre la discrimination raciale ou contre le profilage ethnique, il ne faut pas seulement être progressiste, il suffit d'être démocrate, ça suffit. Si on respecte la démocratie, c'est interdit. Et il arrive qu'on sanctionne des policiers pour ce fait. Et ils savent très bien que s'ils ont déjà contrôlé quelqu'un, qu'ils connaissent cette personne, chaque fois qu'ils la revoient en rue, ils ne peuvent pas la recontrôler. C'est tout simplement interdit, et dans les protocoles d'intervention, et dans les règles juridiques en la matière. C'est une infraction pénale et une infraction disciplinaire, évidemment. Il y a aussi au niveau de l'emploi, par exemple, les discriminations à l'embauche. Et l'un des éléments, ou bien des exemples qu'on met en avant, c'est le CV anonyme. Je ne sais pas ce que vous en pensez au sein de votre parti ou au sein du vôtre. C'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Donc, pour moi, j'avais participé à l'époque avec Rachid Madran à son ordonnance en la matière. Tout moyen est bon pour essayer de limiter les discriminations à l'embauche. Il y a tout le problème des logements aussi, l'accès au logement. On a travaillé là-dessus aussi à l'époque avec Céline Frémaux, aussi avec un système d'anonymat. Ce qu'il faut surtout, c'est changer les mentalités. Faire en sorte que, tout simplement, ça n'entre plus dans la tête des gens. Et le jour où ça n'entrera plus, ça n'existera plus. Ouais. Et donc, le fait qu'il va y avoir cette commémoration organisée par la région à partir de l'année prochaine, c'est quelque chose de symboliquement fort. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place? Tout est symbole, dit-on par ailleurs. C'est vrai que moi j'aime bien travailler sur les symboles parce que ça ouvre l'esprit, mais c'est pas suffisant. Il faut des actions concrètes aussi. Ouais. Et donc des rencontres directes entre jeunes et policiers où les jeunes peuvent, entre guillemets, agresser verbalement les policiers en disant ça va pas parce que vous nous contrôlez tout le temps, parce que on a telle couleur de peau, telle attitude, etc. C'est important que le dialogue puisse s'instaurer, que les policiers disent eux-mêmes, eh bien oui, ça on ne peut pas faire, mais vous devez aussi comprendre qu'il y a aussi des jeunes qui nous crachent dessus, qui nous insultent, qui nous jettent des choses dessus, quand on fait un travail de qualité, et la vérité est souvent au milieu du chemin, et les deux doivent se dire. Et encore courant cette année-ci, normalement la région devrait mettre en place un conseil consultatif pour l'élimination du racisme, et en fait il rendra des avis sur les politiques publiques bruxelloises, avec il réunira toute une série d'associations et tout ça. Ça, c'est un outil important. Il faut screener les politiques bruxelloises. Moi, je pense que c'est un outil qui est essentiel. On doit toujours screener les politiques. Vous savez, notre plan d'action a été fait vraiment en s'inspirant du plan d'action de la région de Bruxelles-Capitale, qui je trouve qui est un plan d'action très innovant. Et nous, à la ville de Bruxelles, on a depuis 1972 un conseil consultatif des Bruxellois de la diversité. Et c'est un organe consultatif qui nous aide, nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, à élaborer nos politiques, à construire nos politiques, à corriger nos politiques. On le fait à l'échelle locale de la ville et je pense que c'est important qu'au niveau de la région, on puisse avoir ce même outil, ce même conseil. Par exemple, dans le cadre du plan d'action anti-racisme, contre le racisme et l'antisémitisme, ce conseil, on a consulté ce conseil. Une fois que les administrations ont élaboré ce plan, nous l'ont soumis à nous, les hommes et femmes politiques, il a été d'abord soumis à ce conseil et ce conseil a corrigé certaines choses. Parce que ce sont des associations qui travaillent tous les jours dans ces thématiques. Et si la région peut également mettre en place ce conseil, je pense que c'est important pour screener nos politiques et d'avoir des experts comme Aurore et oui, n'exagérons pas. On a toujours besoin d'expertise. Vous qui êtes député régional, dans justement votre pratique, un tel conseil, ça peut apporter quelque chose? Je ferai toujours la même réponse. Je veux dire que moi j'ai créé ça aussi au niveau local pour le conseil des personnes handicapées, etc. Si c'est le conseil pour le conseil et puis on n'en fait rien, ça sert à rien. Par contre, exemple, j'ai appris dans ces réunions-là que lorsqu'on avait adapté un logement pour une personne à mobilité réduite, à l'époque, ce n'était pas réservé à d'autres personnes à mobilité réduite et que donc cet investissement était perdu. Après, j'ai interpellé Mme Dupuy à l'époque. Donc, ce que je veux dire, c'est que les conseils comme ça, c'est bien, mais pour autant que les politiques, après, en fassent quelque chose et agissent sur le terrain par rapport à ce qu'ils ont appris.
Bien, on va tourner cette page-là pour attaquer un autre chapitre qui est celui des demandeurs d'asile. On en a beaucoup parlé. Ils occupaient un bâtiment, le futur centre de crise situé au boulevard Albert II depuis quelques jours. Il a fallu finalement le passage devant un juge de paix pour que la situation se débloque. C'est un reportage d'Ameline Delvaux, Charles Carpro et Stéphanie Mérard. C'est le gâteau de la victoire qu'elles apportent tout sourire. Les avocates des 70 demandeurs d'asile viennent annoncer à leurs clients la décision du juge de paix. Une scène de joie à laquelle nous pouvons assister, mais à travers la vitre, hors du bâtiment. On a obtenu 70 places avec garantie fait d'asile pour lundi. Ce qui veut dire que la justice oblige l'État à trouver des conditions de logement dignes pour ces personnes qui étaient à la rue avant d'occuper ces lieux. D'ici lundi, elles iront soit dans des logements faits d'asile, soit dans des logements d'urgence de la région bruxelloise. C'est la démonstration que quand on veut, on peut, et que peut-être que le gouvernement ne veut pas assez résoudre cette crise de l'accueil, puisque quand il est mis au pied du mur par une occupation, tout à coup il trouve des places. Du côté de la secrétaire d'État à l'asile et la migration, on maintient que cette réponse en justice ne fait que confirmer ce qui avait déjà été proposé à ses occupants. Ce que les avocats transmettent à la presse est exactement ce qui leur a été proposé il y a une semaine, à savoir un hébergement d'urgence à Bruxelles jusqu'à ce qu'ils puissent aller à fait d'asile. Les avocates, elles, assurent que 35 demandeurs d'asile pourront déjà être logés dans un centre fait d'asile, ce que conteste le cabinet de Nicole Demore. Mais elles insistent surtout sur une précision qui a toute son importance, celle de garantir des logements pérennes. Voilà, donc d'ici lundi, on saura exactement où sont partis ces demandeurs d'asile. Philippe Lawson, c'était un combat très symbolique au-delà du combat pratique qu'il y avait. Je crois que c'est un combat tout à fait symbolique, mais qui apporte beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a impressionné dans le dossier, c'est que la présidente est venue visiter l'immeuble avant de rendre sa décision. Et je trouve que c'est une démarche intéressante, parce qu'elle n'est pas restée dans le prétoire. Le juge de paix, le juge de paix, voilà. Et il est venu sur le site avant de rendre la décision. Il a discuté avec les gens avant de rendre sa décision. Donc je trouve que il n'est pas resté dans le prétoire en disant tiens, je suis loin, je rends la décision. Mais ici, au niveau ce problème a soulevé, je crois que c'est d'abord pour l'image de la Belgique, parce qu'on a vu les problèmes au niveau du petit château où étaient logés sont logés les candidats réfugiés. On a vu qu'en plein hiver, des réfugiés qui dormaient dehors sous des tentes. Et puis, pour l'image de la Belgique, l'accueil des réfugiés. Et des MENA aussi. Des MENA aussi, des milliers non accompagnés. Je trouve que c'est quelque chose qui jette une image sombre sur l'image de la Belgique. Et je crois on n'anticipe pas les problèmes. On attend qu'ils se posent d'abord avant d'essayer de trouver des solutions. Il faut anticiper. Et ici, on ne voit pas. J'espère que tous ces événements qu'on voit chaque année pratiquement, c'est pas uniquement cette année-ci, on voit ça pratiquement chaque année. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé de solution pérenne pour éviter que ce genre de situation ne se produise et que les gens doivent aller en justice avant d'avoir des solutions. Du temps de Franken, on avait diminué finalement le nombre de places et puis on n'a jamais remonté au niveau Aurore Pénois. Moi, je ne suis pas aussi optimiste parce qu'effectivement, c'est chaque fois qu'ils se retrouvent au pied du mur, qu'il y a une décision qui est prise plus ou moins bancale. Alors, à côté de ça, on peut souligner ce qui s'est passé du côté de Schaerbeek la semaine dernière, après l'incendie. Là, tout le monde s'est mis pour trouver une solution pour les 70 demandeurs qui étaient à la porte du Lys à la suite de l'incendie. Il y a moyen de trouver des solutions, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un débat éternel et perpétuel. L'État attend la dernière minute, quitte à devoir payer ses astreintes et se faire saisir une plante verte et un morceau de bureau. Il n'y a toujours pas de politique, il n'y a toujours pas d'ambition réelle. On est un peu la honte de l'Europe à ce niveau-là. Et j'espère que ces derniers éléments vont enfin faire bouger les choses, mais sincèrement, j'y crois pas vraiment. Vincent de Wolf, le fait qu'on soit passé devant le juge de paix, finalement, on a trouvé une médiation, mais s'opposait finalement deux droits. Le droit à avoir un abri et le droit à la propriété ici. Est-ce que ça... On se disait, est-ce que ça pourrait faire jurisprudence pour la suite? Parce que des occupations, il y en a en divers endroits. Quel est un peu le regard du gestionnaire local que vous êtes? Et de l'avocat aussi. Et de l'avocat. Tout d'abord, la visite des lieux, c'est pertinent, mais c'est relativement fréquent. Et les bons juges de paix, ils font ça. Quand il y a un litige qui nécessite de connaître physiquement l'objet d'un problème, ça peut être un restaurant qui fait des nuisances, ça peut être d'autres choses comme ça. Parfois, ça se fait le jour même de l'audience, il fait un PV de visite des lieux, donc ça, c'est bien. Alors,
Ma voisine va encore dire que je suis progressiste, mais rappelez-vous que j'avais été le premier, pardonnez-moi, mais c'est comme ça, en Belgique, à réquisitionner un immeuble important pour placer 150 réfugiés, candidats réfugiés, dans un immeuble sur Etterbeek, un ancien home de retraite. Je me rappelle même que le président de la FGTB avait souligné ça dans une interview après. Ça ne va pas toujours amener que des amis, mais bon. Vous avez pensé à changer de parti? Eh bien non. Eh bien non, parce que je suis libéral, je l'assume, mais je suis libéral social. Et j'estime que pour pouvoir aider les personnes, il faut produire de la richesse, mais il faut la partager. Et c'est ce que je fais au quotidien, chaque fois que je le peux. Je le fais très sincèrement. Et pour tout vous dire, j'avais donc ces 150 personnes qui avaient pris de force un bâtiment sans autorisation. Et ça, je suis légaliste, je suis le représentant de la loi. Ça, j'admets pas, donc je les mets dehors. Mais je les reloge. Toujours. Et donc, je savais que ce bâtiment allait être en travaux. Je connaissais, parce qu'ils avaient fait une demande d'urbanisme, le propriétaire. Je lui ai téléphoné, c'était au mois de juillet, un 21 juillet. Il était au bord de la piscine, dans le sud de la France. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je compte réquisitionner votre immeuble pour ceci et pour ça. Ces gens sont dehors, il y a des familles, il y a des enfants. Est-ce que ça vous pose un problème? Si vous dites non, de toute façon, je le fais, mais je vous contacte. Et donc, finalement, on s'est entendu. J'ai pris la réquisition, il s'y est pas opposé, mais j'avais garanti que le jour où les travaux pouvaient débuter, on viderait les lieux. On a comparu ensemble devant le juge de paix avec le collectif, et ça s'est bien passé. Alors voilà, c'est une solution ponctuelle. Il fallait être un peu sportif pour oser le faire. D'autres après ont copié ça. Mais ce ne sont que des emplâtres sur de la jambe de bois. Aujourd'hui, la Belgique est le 7e pays dans l'ordre à accueillir sur les 27. Hein, donc il y a vraiment, à cause du système de sécurité sociale en Belgique, un attrait énorme. Il y a des gens qui meurent littéralement là où ils sont, et donc ils ne risquent rien à venir parce qu'ils seront toujours mieux en Belgique, même sans papier, même s'ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils vont être aidés sur le plan de la santé par les CPS. Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, on a 600 000 personnes qui sont dans les conditions du logement social, la moitié de la population à Bruxelles, ça déjà de manière générale. Et à ça, on ajoute la crise de l'asile, fait d'asile qui est dépassé. Attention, si fait d'asile ne sait plus assumer, et moi je l'ai fait aussi dans l'ancienne clinique du Parc Léopold, où on a mis 500 personnes sur la rue là-bas, face au Parc Léopold. Mais si le fait d'asile ne sait plus faire ce genre de choses, c'est les CPS locaux qui vont devoir le payer. Et on ne sait pas les payer. Donc il faut vraiment au niveau fédéral et je crois aussi qu'il y a non seulement une répartition, je vais vite, au niveau des communes dans l'ensemble du pays, parce que moi ça me choque quand je vois qu'on interpelle à Bruxelles parce qu'on a osé envoyer quelques dizaines de personnes à l'hôtel en Flandre parce qu'ils étaient à la rue, et pourquoi pas? Et pourquoi pas en Wallonie? Et pourquoi uniquement chez nous? Enfin, c'est ridicule, ça. On va laisser votre et donc, il faudrait une répartition globale, mais aussi européenne. Oui, tout à fait. C'est pas normal que nous, petits pays, on soit le 7e en quantité à accueillir, quoi. Attention que l'Allemagne nous dépasse. Attention aussi que quand on regarde les stats, la Belgique va avoir besoin de main-d'œuvre, va avoir besoin que sa population s'étende. Les gens sont là. Autant avancer, les régulariser, on va quand même pas les renvoyer. Mais il faut gérer ça. Et aujourd'hui, on ne les gère pas. Et ça, c'est inhumain. Oui, on est d'accord. Mais je suis contente parce que j'ai à côté de moi, je suis juriste aussi, mais je suis contente d'avoir un bourgmestre qui connaît très bien. Vous pouvez déménager. Je cherche un attaché de presse. Oui, c'est ça. Je suis contente d'avoir... Je vais téléphoner à Philippe en sortant. On va faire je vais te parler aussi de ce qu'on fait à la ville, parce que nous, on a quand même 1300 places disponibles sur le territoire de la ville, des places pour les demandeurs d'asile. Et au-delà de ça, on a déjà mis plusieurs immeubles qui appartiennent à la ville de Bruxelles à disposition. Je parlais par exemple de Bordet. Actuellement, le bourgmestre Philippe Claus chante partout que Bordet est sous-utilisé. Il n'y a que 100 places disponibles à Bordet, alors qu'on peut mettre beaucoup plus de personnes, on peut mettre des centaines de personnes. Donc on est ouvert. C'est toujours à la ville. Est-ce que c'est toujours à la ville à gérer finalement? Nous, on met à disposition, et c'est fait d'asile finalement. La politique d'asile, c'est une politique qui est fédérale. Nous, en tant que municipalisme, comme l'a dit monsieur le bourgmestre, on met des immeubles à disposition. Mais la communication n'est pas bonne. On est en contact chaque semaine, en tout cas le bourgmestre est en contact chaque semaine avec le cabinet de Maure. Par exemple, quand il y a eu la crise ukrainienne, vous avez vu ce qu'on a fait au niveau de la ville. On a utilisé là de grands palais pour accueillir les réfugiés. Il y avait même un espace de jeu pour les enfants.
On a créé de la convivialité. Tout ça, pourquoi? Pour permettre à ces personnes d'être accueillies dans des conditions dignes. On fait notre travail de municipaliste, mais quelque part, l'État fédéral aussi, on les interpelle pour qu'ils prennent leurs responsabilités. On est là, je pense que M. De Wolf l'a dit, pour faire notre travail, mais voilà. Mais tout le monde n'ouvre pas les portes de la même façon, c'est ça aussi le problème. Il y a la question de l'encadrement aussi. Le tout n'est pas d'avoir un bâtiment, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on le gère. Et c'est là que ça coûte cher aussi et que ça coince souvent. Puisque vous avez parlé des bâtiments inoccupés, ça ne concerne pas que les demandeurs d'asile, on va se faire une petite transition tranquille. Je vous propose de parler de la réforme justement de la loi de gestion publique que la région vient d'adopter pour les bâtiments inoccupés. On va écouter l'interview de Nawal Benamou. Elle parle donc de on a fait une sorte de listing qui permet de recenser le nombre de bâtiments et pour pouvoir identifier ces bâtiments, pouvoir après contacter les propriétaires. On a recensé donc 1200 logements qui sont effectivement inoccupés. Vous savez, on travaille avec les communes, on aura donné la possibilité de pouvoir engager une personne qui va faire ce travail-là, c'est-à-dire prendre contact avec les propriétaires lorsque le logement est considéré comme inoccupé et savoir pourquoi il est inoccupé. Est-ce que vous avez un souci parce que vous ne savez pas rénover votre bien? Sachez qu'il y a des primes qui existent. Est-ce que vous avez du mal à mettre peut-être votre bien en location? Alors transférez-le vers une agence immobilière sociale, on peut vous aider. Et si vraiment ça ne va pas, si on voit que le propriétaire est récalcitrant, eh bien alors on appliquera le droit de gestion publique. Voilà, alors il y a pour l'instant un certain nombre de bâtiments qui sont recensés, mais on continue en fait à faire les recherches, donc ce nombre devrait monter. À la ville de Bruxelles, il y en a quelques-uns. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Vous allez vous emparer de cet outil? Vous l'avez déjà fait? Mais écoutez, à la ville de Bruxelles, on a une cellule qui s'occupe de recenser tous ces biens inoccupés, immeubles, terrains, depuis plusieurs années. Oui, parce que ça fait très longtemps que c'était à charge des communes et ici la région l'a repris en main pour avoir un inventaire global. Je parle, c'est moi qui suis à la tutelle de cette cellule et ils font un travail extraordinaire. Et nous, à la ville, on avait déjà utilisé ce droit de gestion publique il y a des années. Mon collègue Mohamed Ouriagli avait utilisé cet outil et je vous assure, la procédure était quand même assez difficile et laborieuse et nous l'avons quand même utilisé. Mais j'apprécie le travail que Nawal Benamou vient de faire au travers de cet outil parce qu'elle a simplifié en fait la procédure. Donc je pense que ça va permettre déjà aux communes, ça va les encourager à utiliser ce droit de gestion publique et elle a augmenté les moyens qu'elle met à la disposition des communes pour rénover les immeubles qui sont réquisitionnés et ensuite elle permet aux propriétaires lorsqu'ils récupèrent, elle oblige plutôt le propriétaire qui récupère son bien de le louer pendant 9 ans à une agence immobilière sociale. Moi, je pense que oui, on l'utilisera comme on l'avait déjà utilisé il y a plusieurs années. Et cet outil fait partie de tous les arsenal d'outils qu'on peut utiliser pour lutter contre les biens à l'abandon. Et je suis vraiment très, très contente de cette mesure. Vincent De Wolf, vous avez déjà appliqué ce système-là? Vous avez l'air sceptique. C'est parce que je rigole déjà parce que je vois mon interlocutrice qui va me reposer la même question et vous qui allez redire la même chose puisque j'ai été la première ou la deuxième commune à signer le contrat avec Madame Benamou. Mais rassurez-vous, j'ai voté contre au Parlement, non pas sur le fond, mais j'ai voté contre parce que souvent le diable surgit du détail. Et donc, je trouve que laisser un délai de 2 mois au propriétaire pour réagir, ça c'est trop peu, ça n'est pas convenable. Je pense que le fait que l'on donne un droit de préemption à l'autorité publique, c'est également excessif. Et le système de présomption, si vous permettez, c'est un exemple personnel, mais voilà, qui me touche beaucoup. Maman, à la fin de sa vie, était en difficulté sur le plan physique. Elle a dû faire des allers-retours entre institutions et elle a voulu garder son appartement, ce qui quand même est son droit, me semble-t-il, qu'elle avait économisé toute sa vie pour avoir son appartement. Et moi, j'avais inséré dans la législation à l'époque, puisque ça fait quand même plus de 20 ans que je suis à la commission logement, donc je connais la matière un peu. On avait mis une présomption disant, si vous êtes domicilié comme personne physique dans votre propre logement, même si vous ne consommez pas assez d'eau, de gaz ou d'électricité, parce que vous êtes à l'hôpital pendant longtemps, parce que vous faites le choix de vivre ailleurs pendant un certain temps, eh bien, vous n'êtes pas dans un immeuble à l'abandon, présumé à l'abandon.
Ça avait été mis, ça a été supprimé. J'ai combattu ça, je ne comprends pas cette suppression. Parce que, alors, on est à la merci d'un fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires, il y en a qui sont très bien, mais il y en a qui sont obtus aussi. Et donc, devoir se débattre si on est en difficulté, on est âgé, on n'a pas consommé assez, je ne trouve pas ça digne. Par ailleurs, j'estime effectivement que, moi j'enseigne la matière à l'ULB, le droit au logement, c'est important. Et donc, si on laisse des biens à l'abandon, parfois de manière spéculative ou parfois de manière négligente, il faut faire quelque chose. Et donc, nous, on a participé à cette opération. Madame Benamou, se disant que j'étais un peu comme vous avez dit, s'est dit ce serait quand même pas mal si un bourgmestre libéral à Bruxelles était tête de pont dans cette opération. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais pas à n'importe quelle condition. J'ai dit écoutez, laissez-nous nous-mêmes vous proposer des biens. Laissez-nous nous-mêmes vous proposer des biens qui sont depuis longtemps à l'abandon, où on pense que les cas sont inacceptables, et laissez-nous respecter nous-mêmes la procédure qui consiste d'abord à écrire une lettre. J'ai 35 logements concernés, j'ai écrit les lettres. On laisse un délai aux propriétaires. S'ils sont d'accord, parce que parfois ça manque d'informations, parfois c'est des successions qui sont éclatées, parfois des vieilles personnes, je n'en sais rien. S'ils sont d'accord d'avoir un contrat de gestion qui fait en sorte que on remet le bien en location, la procédure s'arrête et il n'y a pas de difficulté. S'il y a refus de visite sur place entre la commune et le service Bruxelles Logement, eh bien alors on va appliquer le système de gestion publique, qui est assez lourd, parce que ça équivaut quand même à une expropriation temporaire. C'est pourquoi moi j'étais très attentif à ça au Parlement. Il y a un marché stock qui a été créé par la région. Ça veut dire que les communes peuvent faire appel à des entreprises déjà sélectionnées, donc ça va vite, il n'y a plus de marché public, ça a été fait. Et c'est la région qui paye tous les frais. Évidemment, il y a une balance d'intérêt. On ne va pas aller réparer une ruine non plus. Il faut que ce soit raisonnable. Mais attention, le propriétaire va percevoir un logement social, va percevoir un loyer social, mais uniquement à partir du moment où les travaux auront été remboursés. Et souvent, ce sera plus que 9 ans. Et le minimum, c'est 9 ans. Donc, c'est quand même une situation qui est importante par rapport aux propriétaires. Nous, on l'a fait avec la régie foncière pour des biens où, déjà, il y a longtemps, parce que c'est moi qui avais créé, oui, ça aussi, mais j'avais créé le guichet unique logement et le fait qu'on avait un service de recensement sur place pour aller voir les immeubles à l'abandon, donc on en a peu qui restent chez nous. Mais souvent, alors, on offre aux gens qu'on rachète nous, volontairement. Et donc, par le dialogue, on y arrive, mais parfois, il faut le faire par la force, et s'il le faut, on le fera. Parce que la taxe sur les immeubles inhabités, ça existe depuis des années, c'est appliqué de manière à géométrie variable selon les communes, etc. C'est quelque chose qui n'est pas suffisant, ou ça fonctionne bien? Nous, on l'applique, donc notre cellule à l'abandon... Elle a un bon effet sur les propriétaires. Ça dépend des propriétaires, mais je pense que l'objectif de la taxe, c'est que l'immeuble soit occupé. Et donc, si un propriétaire est taxé pendant 5 ans, il va faire des travaux. Si, par exemple, l'immeuble est délabré et qu'il est taxé parce que son immeuble est délabré, au bout de 5 ans, s'il est de mauvaise foi, il va continuer, bien sûr. Mais s'il est de bonne foi, il va faire les travaux pour que son immeuble soit mis en location. Donc, je pense que la taxe, quand même, c'est nécessaire. Philippe Lawson. Moi, une réflexion qui me vient à l'idée, c'est que vous parliez tout à l'heure de loyer social. On remet le logement dans le circuit. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir un problème de concurrence déloyale avec les propriétaires le marché locatif classique? Donc, j'ai été imprécis, c'est le loyer social un peu amélioré, c'est le tarif des AIS, donc c'est légèrement supérieur, donc les agences immobilières sociales. Concurrence, non, je ne le pense pas. D'abord, je vous ai dit, on a aujourd'hui 50% de la population bruxelloise qui est dans des conditions de logement social. Donc, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont en attente de pouvoir... Oui, il y a ça aussi, oui. Voilà. Donc, le fait qu'alors, chez moi, ce sera 35 logements, à supposer que les propriétaires soient récalcitrants, ce que j'espère pas. Mais enfin bon, imaginons que 35 logements de plus s'ouvrent, eh bien, ça fait 35 solutions de plus par rapport aux personnes qui étaient dans les conditions du logement social. Mais, et là, on va moins se comprendre, mais j'estime que le gouvernement actuel, et nous, on y a été très très peu, ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition, a laissé la précarité se développer à Bruxelles, a laissé la crise du logement se multiplier. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on commence à être totalement dépassé.
Et moi, ça me fait peur pour l'avenir de Bruxelles et pour le bien-être des citoyens. Mais je suis de nature optimiste et volontaire, donc je continue. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à cette opération. On va passer à la rubrique « Ça m'énerve, ça me ravit ». Je vous propose à tous les deux 5 propositions qui sont liées à une actualité de la semaine. Il faut en choisir une seule chacun, de préférence pas la même. On va commencer par vous. On est parti. Alors, Deleuze et Intermarché qui sont en grève, des procédures Renault chez Manufas, qui est une entreprise de travail adapté, les tunnels Vlorgat et Bailly qui seront en chantier cet été, la tempête dans le paysage bancaire international et le commissariat aux drogues sur les rails dès le printemps, qui est une décision fédérale. Lydia Moutier-Bellet, que choisissez-vous? Deleuze et Intermarché en grève. Ouais. Ça vous énerve ou ça vous ravit? Ça me ravit. Ils doivent manifester. Oui, je pense oui. Ils doivent manifester parce que je pense que la décision de Deleuze de passer en franchise, on ne la comprend pas très bien. Est-ce que c'est une décision qui a comme objectif de dévier la loi? Est-ce que c'est une décision qui a comme objectif de s'impliquer dans la vie des travailleurs de Deleuze? Je ne comprends pas très bien, en fait. Pourquoi ne pas appliquer la loi de tout ce qui est collectif, etc. Pourquoi ne pas le faire? Une proposition du PS en ce sens. Oui, c'est ça, voilà. Je pense fédéral. Oui. Vincent de Wolf, qu'est-ce que vous choisissez comme actualité? Mais ce n'est pas le verbe qui convient tout à fait, parce que je vais choisir tempête dans le paysage bancaire international, mais ce n'est pas que ça m'énerve, ça me fait peur. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète. Pour les banques belges? Ça m'inquiète parce que, voilà, j'ai un peu d'expérience en politique et j'étais en réunion très tard le soir avec Didier Reynders au moment où il me disait nos 2 grandes banques sont en menace de faillite, et puis par la suite c'est apparu. C'est grâce finalement à la gestion par le gouvernement belge de l'époque qu'on a évité la faillite. En 2008, on a évité la faillite et de Belfius. Et vous avez l'impression que ça pourrait se reproduire maintenant? Alors, au début, j'ai cru que non, parce que j'ai vu les analystes qui disaient que c'est purement local, c'est purement spécifique à une particularité de cette banque-là aux États-Unis. Puis après, c'était la Suisse, puis après, maintenant, c'est la banque allemande. Alors là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène exponentiel, et ça fait peur, parce que moi, j'ai été très choqué par ça. J'ai eu des collaborateurs que j'ai engagés après ça qui venaient du monde bancaire et qui me disaient on est dégoûté de ce qu'on a dû faire parce qu'on a vendu des produits toxiques à des personnes âgées et on savait que c'était... ils voulaient un produit bancaire sûr et stable. Vu leur âge, ils ne voulaient pas être dans le risque. On nous a obligés à vendre des produits risqués. C'est honteux. Et donc, le monde bancaire, là, a fait l'essentiel de ce qu'il ne devait pas faire, c'est-à-dire perdre la confiance des citoyens. Et j'espère quand même qu'on a tiré la leçon de 2008, mais quand je vois ça, ça me fait peur. Alors, on va aller très rapidement sur les 2 dernières rubriques. Je vous présente les têtes d'affiche. Il faut choisir une personne et en une phrase justifier pourquoi vous avez choisi cette personne. On commence par la ville de Bruxelles. Voilà, alors on avait François Hollande qui était en conférence de presse à l'Hôtel de Ville cette semaine, Ismaël Nouino qui est président des jeunes engagés qui quitte Charleroi et qui sera candidat à la ville mais aussi à la région, Lisette Lombé qui sera poétesse nationale en 2024 et Serge Crèvecoeur qui reprend la direction du Bruxelles Basket. Qui est-ce que vous choisissez? Lisette Lombé. Pourquoi? Moi, je pense que c'est innovant. C'est la première fois qu'on a une figure, d'abord une belle figure féminine, issue de la diversité, comme poétesse nationale. Et je pense que ça va permettre à beaucoup de jeunes d'apprécier la poésie, tout ça. Et de les ouvrir donc à finalement cette forme de culture-là. Absolument. Vincent de Wolf, je vous présente 4 personnes. On a Karine Lallieu avec sa difficile réforme des pensions fédérales, Valérie Glatini dans un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est en grande difficulté, l'artiste Laure Prouvost qui décore la façade de Canal et la patineuse bruxelloise Nina Pinzarone qui disputera ses premiers mondiaux. Valérie Glatini. 1, parce que je la connais bien, 2, parce que je l'apprécie, 3, parce que c'est une femme de caractère, honnête et combative. Je crois que son combat est juste. Et donc... vous pensez que le gouvernement de la Fédération Wallonie va survivre à cette... la crise sur le master en médecine. Oui, c'est ça la crise. Mais bon, je ne suis pas Madame Soleil par rapport à ça. Enfin, c'est une vieille référence. Mais
Moi, j'ai l'impression que oui, parce qu'à un moment donné, chacun peut raison garder, quelle que soit l'intensité de la crise. À un moment donné, je crois qu'une solution viendra. Mais voilà, pour moi, la sincérité en politique et l'honnêteté sont deux valeurs essentielles, et c'est des valeurs que je donne à Valérie. Donc son combat est juste. Et donc, je ne sais pas nécessairement avoir la compétence technique pour donner tous les détails du combat, mais je sais que cette femme est sincère et juste, donc je pense que son combat l'est aussi, et qu'elle mérite d'être soutenue. Voilà, eh bien, ce sera le mot de la fin de cette émission. Je vous remercie à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Samedi prochain, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu à la présentation. Bon week-end à tous.